Salut tout le monde et bienvenue au Balado, le podcast, le balado officiel des Alouettes de Montréal. Mon nom est Joey Alfieri et je suis en compagnie de mon co-animateur, Monsieur Sam Boulay-Grimard. Mon Sam, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Écoute, c'est le printemps, on pourrait dire quasiment l'été. Quasiment. Écoute, avec la Ça sent le température football, cette hein? semaine, là, ça sent pas mal de football dehors. C'est... Écoute, on dit à chaque semaine, ça arrive à grands pas, mais cette fois-ci, je me crois quand je le dis. T'sais, au mois de février, on disait ça, puis c'était pas vrai. Là, mais là, on est rendu au mois de mars. On est en mars. Quand l'entraînement commence au mois de mai. Le Là. pêchage s'en vient. Quand Camp l'entraînement au d'évaluation. début mai, c'est quoi, c'est le 12 mai? 12, je pense. Ouais, je pense que c'est le 12 mai. À Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, cette année, tu sais, c'est... Ouais. Ça arrive assez vite. Ah, je suis excité. Mais finalement, ça a pris 2 mois de podcast pour que tu sois Je suis excité, man. excité, ouais, c'est vrai. Mais non, on a une émission assez chargée. On va parler au directeur des opérations football, Éric Deslauriers. Lui, Ancien il en a receveur, il en a vécu en tant que joueur, il en a vécu en tant que dépisteur aussi, puis il fait plein de choses aux Alouettes. Donc, on va parler à Éric Deslauriers bientôt. Je sais, avant que tu travaillais ici, tu étais grand fan des Alouettes. Toujours, depuis T'as-tu que un je suis né. souvenir des Lauriers? Parce que moi, j'en ai 3 que je lui ai demandé. C'est la fameuse passe d'Anthony Calvillo. Le toucher. Pour le toucher, là. Ouais. C'est le record, le plus grand nombre de touchés, touchés par la passe en carrière. Pour un corps arrière. Pour un corps arrière, oui, individuel. C'était 400... Dans le football pro ou c'était dans les Canadiens? Football pro, je me trompe pas. C'est ça, hein? Ouais, Ouais, ça, je je me me trompe souviens. pas. Ça, je m'en souviens très bien. Là. Oui. Et, ce que je me souviens de ça, c'était contre les Argos. Oui. Deslauriers était à la limite. Je sais même pas encore aujourd'hui s'il était inbound, s'il était pas À l'intérieur à l'intérieur de la limite. Ouais. Puis les Argos ont challengé. C'est Jim Barker, l'ancien coordonnateur des Alouettes, qui a changé, qui a challengé, qui a contesté la décision. Puis tout le monde huait. T'sais, tout le monde était tellement content. C'était presque, je pense que c'était 400. Je m'en souviens pas, il faut que je check c'était quoi le record avant. C'était Damon Allen qui avait le record. Ah, ok, ouais. Mais Calvillo avait battu le record. Puis oui, ça c'est un de mes 3, par exemple. Il y a la passe qu'il a captée de Tanner Marsh en 2013. J'ai travaillé ce game-là. J'étais sur les lignes de côté pour TSN Radio, ce game-là. C'est pas le catch Il a spectaculaire. mouillé. Ouais, écoute, il a mouillé. Je suis encore mouillé, là. ça fait 11 ans, ce game-là. Enlève tes semelles, ça sèche plus vite. Oui. Puis, il y avait un jeu truqué, un fake punt à la Coupe Grey en 2010, si je me trompe pas, qui a changé l'allure du match, qui a prolongé une séquence à l'attaque des Alouettes. Donc, on va parler... puis Éric Deslauriers, le monde ne sont pas au courant, mais lui, avant d'arriver aux Alouettes, c'est un choix de première ronde. Puis quand tu le vois, tu comprends pourquoi. Tu sais, il est 6 pieds 4, puis il court extrêmement vite. Mais Éric Deslauriers, il a signé un contrat avec les Steelers de Pittsburgh avant de venir aux Alouettes. Donc, on va voir s'il y a des bonnes histoires à Pittsburgh. On va voir s'il peut nous conter des drôles d'histoires sur Mark Trestman ou Anthony Calvillo ou ces gars-là. Il y avait pas un certain Roethlisberger qui jouait pour Pittsburgh dans ce coin-là? 100%. Puis je pense que c'était la première année de Mike Tomlin en tant qu'entraîneur là-bas. Ah, ouais. Donc, écoute, il a vécu des choses, notre Éric Deslauriers. Ça va être intéressant. On va parler de ça dans une couple de minutes. Mais, Cody Fajardo, c'est drôle. Je sais que tu as eu des amis qui t'ont demandé, parce qu'il y a eu plein d'articles sur Cody Fajardo qui ont été écrits dans les médias traditionnels cette semaine, parce qu'on a fait une dispo média avec lui lundi. Et numérique. Oui, c'est vrai. Et Cody, il en avait long à dire. Il y avait beaucoup de choses à dire, puis j'ai trouvé ça intéressant. Tu sais, il a vécu toute une année 2023. Mais là, si tu regardes, là, si tu l'écoutes, il dit 2023. Moi, là, si je serais lui, moi, je parlerais de 2023 jusqu'à ma mort. Là. Mais lui, il a dit, on s'est assis, moi puis ma femme, puis on s'est dit, écoute, 2023, c'était incroyable. Des montagnes russes. On était au sommet à la fin. Oui. Mais
il faut laisser ça dans le passé, puis il faut mettre notre focus sur 2024. Il faut être meilleur en 2024. Et ça m'a impressionné parce que il y a plein de gars qui gagnent la Coupe Stanley, la Coupe Grey, le Super Bowl, que, tu sais, l'année d'après, ils connaissent des difficultés parce que ils se sont pas nécessairement entraînés trop fort pendant la saison morte. Cody Fajardo, je pense pas que ça va être le cas. Je pense que c'est un gars extrêmement sérieux. Je sais que quand tu le vois, il a toujours le gros sourire, mais c'est un gars, avec son training, avec sa préparation, il est intense. Ouais, puis tu sais, c'est un gars qui je pense que les gens ont ouvert leurs yeux, puis ont vu quel genre de leader c'était, quel genre de meneur d'homme c'était, tu sais, dans l'équipe, avec juste l'exemple de son discours. Ouais. Tout le monde a vu ça, là, puis tu vois que, OK, à l'offensive, là, tu l'as, là, ton gars, là, tu l'as, ton corps arrière, là, ton leader. Puis c'est sûr que Cody, il a prouvé, là, que c'était pas un 2 de pique, là, il était incroyable, là. Puis je pense que on l'a vu en entrevue, très généreux en entrevue aussi, là. C'est un gars que tu vas amener dans... Tu sais que si tu l'invites à quelque part, là, mettons dans un party de famille, n'importe où, tout le monde va aimer Cody. Là. Ben oui. Il y a tellement de choses à compter. C'est tellement un bon gars aussi, mais tu sais, ce que je pense que le monde réalise pas, c'est que sa dernière année à Saskatchewan, oui, il s'est fait bencher, OK? Mais il a joué avec une grosse blessure au genou, là. Tu sais, pour un corps mobile, déjà, ça rend les choses difficiles. Parce que t'es limité, tu sais, tu peux pas trop bouger. Mais si tu y penses, tu sais, juste jouer n'importe quelle position avec une blessure... C'est handicapant. Ça fait mal, là. Tu joues avec la douleur. Puis je sais que tous les joueurs jouent avec la douleur. Mais lui, il se faisait critiquer. Il aurait facilement pu dire, écoute, moi, mon genou, là, je peux pas bouger. Je peux pas bouger assez. On finit ça, là. Puis je mets un terme à ma saison. C'est pas ça qu'il a fait. Même s'il y a eu des difficultés sur le terrain, il a continué à jouer. So, pour moi, j'ai beaucoup de respect envers Cody. Je sais, même cette saison, ou la saison dernière, il a joué avec des bobos. Il a manqué 2 games, mais il a joué longtemps avec des blessures. Puis le monde ne savait pas. Puis, écoute, c'est tout un athlète, mais c'est tout un soldat aussi. C'est un gars qui est quand même en... Il est intense. Le monde, il voit le sourire, tout ça, mais Cody est intense, il veut gagner, puis il est prêt à tout faire pour gagner. Parce que j'écoutais ton podcast anglais plus tôt cette semaine, mardi, avec Austin Mack qui raconte qu'il se rejoignait le matin à 6h du matin, puis il se challengeait pour être là à 6h du matin, puis il challengeait tous les autres receveurs d'être là, puis d'embarquer dans le même bateau pour vraiment là que tout le monde devienne meilleur autour d'eux. Puis ça crée une genre de chimie entre les receveurs puis le carrière. Puis c'est quoi, je pense qu'il disait qu'Austin Mack puis Cody, ils étaient toujours ensemble. Puis il voulait tellement passer du temps avec Cody pour le comprendre. Puis ça servait tellement bien l'équipe parce que sur le terrain, on dirait qu'ils se parlaient même pas. Puis ils savaient tout de suite Cody où allait être placé Austin Mack. Puis quelle allait être la réaction de Mack. En tout cas, c'était... Puis ça, les fans ils prennent pour acquis. Là, OK, ouais, ils ont de la belle chimie, mais... OK, mais la chimie, là... Oui, des fois, comme moi puis toi, on a de la belle chimie, mon Sam. Mais ça se travaille. Mais ça se travaille, ça. Ouais. Puis dans un podcast, c'est un peu plus facile, c'est moins travaillant de trouver la chimie sur un podcast que ça l'est sur le terrain de football. Et juste pour te dire, Austin Mack a mentionné qu'il prenait le métro pour venir au Stade olympique à 6h. Puis Cody Fajardo, si je me trompe pas, il n'a pas conduit à Montréal. Là. Ces gars-là, ils arrivaient... C'est pas comme ils arrivent avec leurs autos. Tu sais, ils quittent chez eux à 5h30 pour arriver ici à 6. Là. Eux autres, le matin, ils sont embarqués dans le métro. Le premier métro, d'après moi. Là. Mais sûrement. Puis, boum, ils sont au stade. Tu sais, c'est... Anyway, c'est des professionnels. Puis j'ai hâte de voir comment 2024 va se dérouler, mais... J'ai des attentes élevées, mais je pense que l'organisation et les joueurs ont des attentes élevées aussi. All right. Notre prochain invité est un ancien receveur des Alouettes. Il est rendu directeur exécutif des opérations football et personnel des joueurs, Monsieur Éric Deslauriers. Éric, comment ça va? Ça va bien, vous-même? Ça va. Écoute, ça fait combien de temps que tu es un Alouette? C'est la 18e saison cette année. Ouais.
Est-ce que toi, t'es un petit gars de Gatineau? Mais t'es pas un petit gars, t'es un grand gars. Mais est-ce que t'étais fan des Alouettes quand t'étais plus jeune? Comme t'as-tu des souvenirs plus jeunes? Ou c'était vraiment comme t'as été repêché ici à Montréal, puis c'est là que t'as commencé à... Non, absolument. Mon père, c'était un gros fan des Alouettes. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que j'étais pas forcé, mais j'écoutais avec lui. Puis, veut pas, moi, j'écoutais du football tout seul. J'ai commencé à jouer à 11 ans. Fait que, tu sais, le football, pour moi, c'était quelque chose que j'écoutais souvent. Puis, à cause que mon père écoutait les Alouettes, c'est quelque chose que je me rappelle. Je peux pas dire que je me rappelle des jeux ou des choses comme ça, mais des fois, quand je vois des anciennes games, ça me rappelle des souvenirs, tu sais. Puis, lui, c'était le plus gros fan. C'est même mon père qui m'a annoncé que les Alouettes m'ont repêché. Ah ouais? Comment? Mais le draft n'était pas à la télévision à cette époque. Non, c'est sûr. Fait que là, moi j'ai été repêché en 2006, puis j'ai retourné à l'école. Mais cette année-là, on était... à cause que c'était dans le temps du printemps, moi j'étais à l'école encore, j'étais à Eastern, Michigan. Puis j'avais un cours de gym. Fait que moi j'étais dans ma classe, je retourne pour me changer, puis je vois que j'ai un appel manqué. Fait que oui, on avait des téléphones dans ce temps-là. Ouais, je m'en allais dire. Fait que là, je vois que c'est mon père, fait que je le rappelle. Puis c'est mon père qui me dit écoute, les Alouettes t'ont sélectionné dans la première ronde, blablabla. Puis j'étais comme oh cool! Fait que ça a pris, je pense, un bon 2-3 jours avant que Jim m'appelle, puis qu'il me contacte finalement. Jim Pop. Ouais. Ben ça faisait une couple de fois que je l'avais rencontré parce qu'il était venu à Eastern, puis il avait venu me voir jouer. On a joué contre Buffalo à mon année senior. Fait qu'il était venu voir une de ces parties-là. Fait que je le connaissais un petit peu. Mais pour être vraiment honnête, je savais pas vraiment que c'était le draft cette journée-là. Comme ça m'a vraiment pris par surprise. Mais aussi fier de jouer dans la CFL, mais je peux pas dire que j'étais... Moi, j'étais vraiment focus sur mon année de université. J'avais eu une très bonne année l'année d'avant, fait que moi, je voulais vraiment aspirer à avoir une bonne année pour espérer aller jouer dans la NFL. Et puis le monde ne savent pas, on va en parler bientôt, mais toi, tu as signé un contrat avec les Steelers de Pittsburgh avant de venir à Montréal. Ça, c'est quand même impressionnant. Mais avant qu'on parle de ça, peux-tu me juste parler un peu de ton parcours, où tu as grandi, comment tu as commencé à jouer au football, où tu as joué au football? T'étais corps arrière, toi, non? Ouais. Quand j'ai tout le temps joué offensif. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, j'ai commencé ma première année en 92, j'étais un running back. Mais on avait un stud sur l'équipe cette année-là. Fait que je jouais un petit peu in and out. Mais moi, vraiment, j'ai commencé à jouer dans le parc avec mes amis. Puis là, mes amis étaient comme « Hey, pourquoi tu viens pas venir jouer avec nous? » Eux autres, ils jouaient déjà. Une équipe que peut-être alentour d'ici un peu moins, mais dans les Outaouais, l'équipe Myers Riders est pas mal connue. C'est la même équipe que Jesse Palmer a joué, Pat Woodcock, Raymond Fontaine. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont sorti premièrement Ottawa, mais aussi du programme de Myers Riders. Fait que j'ai grandi dans ce système-là, puis dans le temps, il n'y avait pas vraiment de high school aussi fort que le football scolaire. Communautaire. Fait que moi, j'ai grandi dans le système communautaire toute ma vie à Ottawa. J'ai joué de 11 ans jusqu'à midget. Après ça, j'ai été à une couple d'écoles pour voir où que j'étais pour aller au cégep. Fait que j'ai décidé de continuer mon football à Ottawa. Mais j'ai été au cégep Héritage à Hull. Puis c'est par la suite que j'ai décidé de... beaucoup de ma famille, elle vient de l'Estrie. Donc, j'ai été vivre chez un de mes oncles qui reste à Lennoxville. Ah, ben oui. Ouais. Puis j'ai été jouer pour les Cougars pendant juste un semestre pour le grand Tony O'Donnell. On a malheureusement perdu en... C'est quoi la coupe? C'est le bol d'or. On a perdu le bol d'or sur le terrain de McGill, justement, en 2000.
Fait que l'année d'après, c'est où que j'avais des espoirs. J'avais fait mes SATs, j'avais des espoirs d'aller à des plus grosses écoles. Mais j'ai décidé de quand même aller à Lennox. Ça n'a pas vraiment fait grand-chose. J'ai eu les mêmes offres, puis les mêmes équipes m'ont courtois ou ils m'ont amené aux offrir des offres à des écoles du MAC. J'ai eu une petite offre de Syracuse au début que je voulais quand même aller. Mais Paul Pasqualone, il venait juste de se faire engager, fait que ça a comme fait qu'ils m'ont retiré la bourse. Ouais. Puis là, j'avais peut-être 5-6 équipes du MAC, Mid-American Conference, que eux autres, ils m'ont encore laissé l'offre sur la table. Puis c'est comme ça que j'ai décidé d'aller à Eastern Michigan. Comme j'ai dit tantôt, en 2006, j'ai été repêché, mais moi, je voulais vraiment aspirer d'aller aux États, puis je me connaissais pas mal aussi que si que je finissais pas mon bac, je sais pas si que aujourd'hui j'aurais mon diplôme en poche. T'sais, je suis très fier aujourd'hui de dire que j'ai retourné à l'école pour graduer, pour finalement finir mes études. Ouais. Puis pour moi, c'était la meilleure chose pour moi. Puis comme tu as dit, j'ai signé avec les Steelers comme PFA qui appelle un Preferred Free Agent tout de suite après le draft. Écoute, c'était une belle histoire dans le sens que pendant le draft, j'avais 3 équipes. J'avais les Jaguars, les Steelers puis les Browns qui m'appelaient. Puis les Steelers, 10 minutes avant le dernier pick, ils m'appellent puis ils disent « On va te drafter ». Moi, je suis comme extrêmement content. Je pense que ça s'en vient. Le dernier pick du draft, il dit « The Pittsburgh Steelers select wide receiver Dallas Baker ». Tu as joué pour les Alouettes, si je me trompe pas. Exactement. Oui. Honnêtement, j'y parle encore. OK. Oui. Ouais, c'est un homme extraordinaire. 88, je pense. Il a porté de 88, je sais pas, je me trompe pas. Mais là, toi, ta réaction, c'est... Ils t'ont appelé pour te dire qu'il allait te repêcher en 7e ronde, puis ils t'ont pas repêché. Fait que là, le nom Dallas Baker sort, mon téléphone sonne. Fait que là, je dis, voyons. Là, je ramasse le téléphone. Puis là, un peu déçu, là, tu sais, parce que c'était comme, je pense qu'il restait 5-6 picks, puis les 2 équipes qui me parlaient, ils avaient déjà fini le draft. Ouais. Fait que là, plus ou moins, je pensais ou je savais que j'étais pas pour être repêché dans la NFL. Fait que là, c'est les Steelers. Puis là, il dit écoute, Eric, je suis très déçu, mais tu sais, on voulait te prendre, mais finalement, on a décidé d'aller avec Dallas. On aimerait quand même que tu rentres avec nous. On va emmener les gars dans 2 semaines. Est-ce que ça t'intéresse? Fait que... Sans contrat. C'est juste une invitation à un minicamp au début? Non. Ben, avec un contrat. C'est ça. Tout de suite, au début, il a dit écoute, à cause que, tu sais, de qu'est-ce que j'avais fait, puis tout ce qu'il avait fait le recherche, il avait dit, il m'avait annoncé que j'étais un des gars preferred. Ouais. Puis c'est là que j'ai écouté aux offres de d'autres équipes, mais c'était vraiment Pittsburgh que je pensais de vraiment fitter. Tu sais, il y avait vraiment, si tu penses au, tu sais, il y avait Plaxico Burress, mais après ça, tu sais, c'est rare les gros gars qu'il y avait là. Tu sais, moi, quand je suis rentré là, je jouais la même position de Santonio Holmes. Fait que, tu sais, sûr que j'étais comme, je savais ma place, là, je savais mon rôle, mais en même temps, j'étais comme, tu sais, c'est sûr, je vais faire cette équipe-là, là. Ouais. Tu sais, moi, je pense, personnellement, j'ai eu un très bon camp, mais à la fin de la journée, écoute, ils ont tellement de jeunes aspirants, puis je peux pas dire que Ben, il m'aimait à la face, fait que... T'es sérieux? Ben, Sam, on m'a demandé, Sam, on s'est parlé de ça, puis il dit, ben, il était là en même temps que Roethlisberger, ça, donc ouais. Ça, c'était au début de sa carrière, dans le fond, ou... Ouais, ben, moi, Ben, j'ai joué contre lui au collège. Comme, il m'a explosé au collège. Ah ouais? Lui, il était Miami of Ohio, right? Exact. Ouais, lui, je pense que, si que je me trompe pas, il y avait 5 touchés, cette game-là, contre nous, à la maison, puis je me rappelle de juste penser, lui, là, il est vraiment Il va être bon. Mais pourquoi il t'aimait pas la face? Ben, une autre petite histoire, c'est que, écoute,
c'est ma première journée. Écoute, tu sais, je me dis, laisse pas les étoiles être dans tes yeux, là, tu sais, fais comme si t'étais un joueur des Steelers pendant 5 ans. Fait que, tu sais, moi, le petit frais, je commence à aller dehors, je me pogne une balle dans le, tu sais, les petits carts qui a plein de balles. Puis là, tout le monde se lance la balle, puis moi, le petit fou, je vois que Ben, il se réchauffe pas encore. Puis moi, je suis tout seul, fait que, tu sais, moi, j'étais à la même école que Charlie Batch, fait que Charlie m'a vraiment traité comme un roi, là. Le deuxième carrière des Steelers. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, lui, il y avait déjà quelqu'un avec, tu sais, qui lançait. Fait que là, le petit frais, je décide, moi, d'aller vers Ben Roethlisberger, puis je dis, « Hey Ben, tu sais, tu veux-tu te réchauffer? » Je te jure, il me regarde dans les yeux, jusqu'en bas aux pieds, il regarde jusqu'en haut dans mes yeux, il dit pas un mot, il s'en revient de bord, puis il marche l'autre bord du terrain. Honnêtement, là, je voulais pleurer. J'ai pas pleuré, parce que, tu sais, c'est quand même ma première journée sur un terrain de foot avec les Steelers de Pittsburgh. Puis finalement, il m'a lancé une coupe de balles, mais je pense quand il a vu le numéro 13, là, puis une autre bonne histoire du numéro 13, c'est quand que, moi j'étais, James Harrison, c'était mon locker mate, fait que lui, il était direct à côté de moi. À une autre première journée, tu sais, je rentre là, je m'assis dans mon casier, il me regarde, puis il dit, ça c'est pas une bonne place. Je suis comme, quoi? De quoi tu parles? Tu sais, moi je suis dans les étoiles, là, tu sais, je suis dans les nuages, là. Puis là, je suis comme, ben, qu'est-ce qui se passe? Puis il dit, ce locker-là, là, il fait pas fureur. Puis je dis, ben, voyons. Il dit, j'aime ça avoir 2 casiers. Puis j'étais comme, ah, fudge. Tu sais? Ah, ok, ouais. Fait que là, lui, la première journée, plus ou moins, il m'a quasiment annoncé que c'est sûr et certain que je faisais pas l'équipe, là, tu sais. J'étais à côté de lui, dans le mauvais locker. J'avais le numéro 13. Mais nous. Pour être longue histoire courte, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai été relâché une tasse de café plus tard, là, puis écoute, j'étais là pendant 3 mois. J'étais super content de faire eux autres, ils appellent ça OTAs, là, Off-Season Training. Fait que j'ai fait ça avec eux. C'était la première année à Tomlin. Fait que, qu'est-ce qui est cool de ça, c'est que cette année-là, il a décidé que parce que les équipes de la NFL sont pas obligées d'emmener tout le monde pour ces camps d'entraînement-là, préparatoires dans le fond. Mais lui, cette année-là, il avait dit tout le monde est obligé d'être là. T'sais, fait que j'ai mangé, j'étais avec tout le monde, avec Troy Polamalu, avec sa boîte de 4 pieds d'eau de mal, mon gars, qui lisait au complet puis il répondait à tout le monde. Là. C'était épouvantable. Comme des partisans? Ce gars-là, là, c'est tellement un gem. Tu sais, quand on parle de bons gars, là, Troy Polamalu, je l'ai vu de mes yeux. Là. Il y avait une boîte à peu près au moins de la hauteur d'une table, 3-4 pieds d'eau, là, une grosse boîte carrée, tu peux imaginer, là, pleine de mal. Puis je te jure, là, il était là pendant des heures à ouvrir, puis il y avait quelqu'un avec lui peut-être qui faisait les mâles, mais il passait à travers de tout ça. Wow. Pour parler de bon Jack, là, c'était vraiment un des vraiment bons Jack. J'ai aimé mon temps, honnêtement, c'était une belle expérience, puis... T'as pas été longtemps avec les Steelers, Eric, mais t'as croisé tous les gros noms. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant. Mais là, après ça, tu te fais libérer, tout ça. Là, c'est quoi qui se passe? Là, tu sais que les Alouettes sont là? Ouais, ben, ça, par exemple, je pense que Jim, il m'a appelé plus vite quand que je m'ai fait couper que quand que je m'ai fait repêcher. Tu sais, honnêtement, je pense que ça a pris une couple d'heures, puis Jim m'avait déjà appelé. J'ai pris une journée, par exemple, parce que j'avais encore 2 équipes qui m'appelaient, fait que... C'était-tu les Jaguars et les Browns encore? Ou... Ouais, c'était les mêmes 2 équipes qui voulaient voir si je voulais revenir pour le camp. Écoute, j'ai décidé de pas retourner dans la NFL, pas à cause que, tu sais, je voulais pas vraiment être deuxième fiddle, puis la façon que Jim m'avait traité, écoute, il m'a probablement appelé 5 fois dans 2 journées après ça, fait que j'ai dit, écoute, c'est eux autres qui m'ont drafté, it's fate, you know, puis... Mais c'était pas...
Tu sais, aujourd'hui, t'as plusieurs joueurs, t'as même des très bons joueurs canadiens dans la NFL, mais quand t'étais là, c'était pas la norme, là. T'étais un des rares, c'était très rare. Donc, eux autres, dans leur tête, ils te voyaient comme le petit gars qui venait du Canada. Tu sais, absolument. T'avais pas les mêmes chances, nécessairement, de faire l'équipe que les autres. Tu crois-tu à ça? Tu penses que c'est vrai? Écoute, j'haïs ça dire ça, mais c'est un petit peu... Tu sais, je veux pas dire réalité, mais quand que le monde de ce niveau-là regarde un joueur canadien, il se dit tout le temps que ce joueur-là peut tout le temps retourner à la CFL. Je m'ai fait dire ça en avant de ma face. Quand je m'ai fait relâcher, il m'a dit « Ah, ben, tu sais, est-ce que tu as des aspirations de CFL? Tout ça. » Puis, tu sais, fait que, pas pour leur enlever qu'ils pensent qu'on est plus bas. C'est juste qu'ils pensent qu'il y a un autre monde professionnel, peut-être mieux pour les Canadiens. Puis, tu sais, dans mon temps, oui, il y avait des bons joueurs canadiens, mais aucunement comme aujourd'hui. Comme quand on regarde le draft de l'année passée avec les 5-6 gars qui sont fait repêcher dans le premier jour, là, dans mon temps, puis là, on dirait que j'ai 75 ans. Là, t'en as combien? T'en as 41? Je vais avoir 43 dans une couple de semaines. OK. Ouais, pas si longtemps que ça. Ouais. Mais les temps ont changé. Absolument. Le football canadien et québécois est beaucoup mieux, beaucoup plus fort, beaucoup plus aspirant. Puis je pense que c'est pas juste nous, mais aussi, j'ai ça dire les États-Unis, mais eux, ils commencent à se voir que les petits Canadiens sont capables de jouer au foot. Là. Parce que moi, je suis convaincu aujourd'hui, là, si tu serais dans la même situation, même avec un camp, je veux pas dire un camp moyen, mettons, dans la NFL, mais avec un bon camp, un gars de 6 pieds 4 qui courait comme tu courais, c'est sûr que tu tailles une place, au moins sur l'équipe de réserve pour une année ou deux, puis là, ils vont te donner une autre chance. Mais je pense que les temps ont changé. Ouais, j'aime penser que oui, mais en même temps, tu sais, on dit tout le temps, c'est de l'opportunité que t'as, hein. Fait non, c'est vrai, c'est un bon point. Moi, j'ai eu mon opportunité, je suis bien fier de ça, puis je suis content avec mon expérience. Il est rendu, là, après 2023, il est rendu 3 fois champion de la Coupe Grey. Mais moi puis Sam, on se parlait avant que t'embarques, puis on pensait, on discutait de nos souvenirs préférés Éric Deslauriers sur le terrain. Puis Sam en avait un. Mais moi, c'était la passe record d'Anthony Calvillo. Ça, je me souviens, là, j'étais jeune, puis je me souviens que tu l'avais capté, puis ça, puis j'étais comme, aïe. Je me souviens plus, c'était il avait surpassé quel record, là? C'était comme... touchdown pass, Damon Allen. Ouais, les passes de toucher dans la CFL ou dans le football professionnel. Non, je pense que c'est pas la passe pour battre Brett Favre. C'était 395. Yes, oui, c'était ça. C'était pas Damon Allen, oui, exact. Parce que... Ben, moi, honnêtement, probablement aussi surpris que tous les partisans. C'était pas dédié à moi, ce jeu-là, cette journée-là. Jamal Richardson, comme qu'on aime tous, le joueur exceptionnel, était blessé, je pense, comme 4 ou 5 jeux avant. Puis moi, j'ai pu embarquer sur le jeu à cette position-là. C'est pour ça que t'as attrapé le ballon? Oui. Parce que, ok, je savais pas. À l'instant que Anthony Calvillo a dit le mot whatever que le jeu s'appelait cette journée-là, mes yeux, là, je suis pas mal sûr que si t'étais dans les estrades, tu savais que j'étais pour avoir la balle. Je pense que j'ai même dit comme, t'es sûr, là? Et honnêtement, j'ai vu que le safety s'en allait du mauvais bord. Ben, pas du mauvais bord, mais de l'autre côté. Je savais que j'étais pour avoir la passe. Fait que c'est un peu pour ça, si t'as vu le jeu, que j'oublie un peu mes pieds. C'était pas mal tight. Je suis très content que c'était pour le record, Anthony, parce que même moi, des fois, je questionne mes pieds. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'étais dans les estrades pour ce match-là. T'étais là? J'étais là. Puis nous autres, nos billets de saison étaient dans la section X1. Donc, on était de l'autre bord du terrain. Donc, on n'a rien vu. Moi, j'ai vu que c'était serré. Mais je m'en souviens, Jim Barker était le coach des Argos. Puis quand il a lancé le mouchoir pour contester, là, la foule là, est devenue tellement bruyante. Tout le monde huait Jim Barker. Tu sais, c'était le record, là, c'était le gros jeu. Mais c'était pas ton premier touché, ça, en carrière. Non. Parce que ça, c'était en 2009, 10. C'est une des années gagnantes, je suis pas mal sûr. Oui, parce que Richardson est arrivé en 2008.
OK. Donc, c'était sûrement 2009-2010 dans ce coin-là, c'est sûr. Ouais, honnêtement, je suis pas exact sur tout. On va checker, on va regarder. Moi, mais ça, c'est un beau souvenir. Le fake punt à la Coupe Grey en 2010, je me trompe pas? Ouais, ça, c'est en 2010. La Coupe de 2009, honnêtement, je suis pas mal sûr que les deux jeux à Star que j'y pense viennent de 2010, à cause qu'en 2009, j'ai déchiré mon ischio-jambier. Game 4, puis je suis revenu trop tôt, puis j'ai déchiré l'autre. OK. Fait que mon nom est juste sur la Coupe Grey une fois en 2010. J'ai eu la chance, là, Andy Bischoff, dans le temps, le coach des unités spéciales, avait collé un fake punt, dans le fond, que moi, j'étais comme un hotback, un bloqueur à 5 verges de la ligne de mêlée. Je sais pas si vous vous souvenez du nom Freeman, Jarrell Freeman. Oui, il est allé dans la NFL après. Il a joué longtemps dans la NFL. C'est un très bon joueur. Honnêtement, il a vu ça venir. Là, il m'a regardé, il pointait, puis j'ai retourné à regarder le jeu, là, puis tu vois qu'il me pointe, puis il sait que le jeu s'en vient. Encore une fois, peut-être que mes yeux étaient plus gros que la boule, là, mais écoute, moi j'étais juste surpris que c'était Kerry Carter dans le temps que c'est lui qui décidait dans le fond, est-ce qu'on garde le fake, est-ce qu'on le change, puis là moi dans ma tête j'étais comme t'es bien mieux de le coller. Puis là quand j'ai entendu la couleur bleu ou brun, une des couleurs qui gardait le jeu, j'ai eu la balle, puis je savais que Freeman lui il savait que j'étais pour avoir la balle, fait que je m'ai bracé comme faut, puis j'ai gagné une coupe d'autres verges, puis finalement, c'était un premier jeu. Je pense que c'était 3e et 4, puis t'as eu comme 6-7 verges. Ouais. J'ai 7 verges dans la Coupe Grey, fait que ça, je le sais. Ben, c'est un gros jeu. Ouais, c'est ça. L'autre jeu, c'était la réception contre Tanner Moore. Il a tellement mouillé, ce game-là. Je me rappelle pas, je travaillais à TSN Radio, puis j'étais sur les lignes de côté, puis écoute, la game Marshman, il a lancé, j'aime bien Tanner Moore, il a lancé 4 interceptions, ce game-là. Les Alouettes ont ils tiraient de l'arrière par comme 3 touchés, puis ils ont gagné en fin de game sur un Hail Mary que Éric Deslauriers a attrapé à la ligne de 10. C'est tout, ligne de 3, mais ils ont eu le placement. Ils ont eu le placement, puis ils ont gagné par 1 point ou 2 points. C'était fou, là. Ça, y a-tu une belle histoire derrière ça? C'était quoi le jeu? T'en veux-tu un autre? On dirait qu'on les a tous collés. Vas-y. Fait que sur le jeu, je sais pas qu'est-ce qui se passait avec Duron Carter cette journée-là, là, mais il était un peu partout, tu sais. Puis Duron, c'est un gars extrêmement brillant, extrêmement athlétique. C'est sûr et certain que le jeu a été collé pour Duron Carter. Là, on appelle le jeu, il était un peu d'un pomme, il savait pas quoi faire. Puis là, je suis comme, Duron, va-t'en là. Puis là, lui, on dirait qu'il était juste space out. Puis il voulait comme pas aller là. Ben moi, j'ai dit, moi je vais le prendre. Moi, j'ai été direct sur la ligne, mon gars, j'ai été à l'autre bout. C'est pas dur, j'ai couru tout droit. Tanner, il a mis une belle balle dans les airs, puis je l'ai capté pour la chance de gagner. C'était pas le jeu, là. C'est vraiment, vous avez improvisé sur le terrain. Ben, pas tout à fait. C'était le jeu collé, mais c'était supposé d'être la position à Duron. Wow. Moi, j'étais carrément supposé d'être l'autre bord du terrain. Ouais. Puis ça a fait en sorte que j'ai capté une balle... magique. Dans le fond, moi aussi, c'était vraiment un beau moment de ma carrière que je me rappelle parce que les fans, je me rappelle, ils étaient tellement trempes. Là. Il y avait pas une grosse pluie. Là, non, mais il a mouillé fort pendant 20 minutes, là, mais il a mouillé fort. Je me rappelle juste avoir pensé que les fans sont vraiment forts d'avoir resté à travers de tout ça, puis là, de voir que je suis capable de capter une passe de dernière seconde pour gagner le match. Là, j'étais fou raide. Je suis juste en train de penser, tu sais, des fois on fait des entrevues puis on essaie de sortir un clip de 30 secondes pour promouvoir le podcast, puis des fois on a de la misère, mais celle-là j'ai pas de misère, j'en ai comme 5. Là. Ouais, c'est ça que j'ai compté. Il y a du bon stock là-dedans. Ok, je t'ai dit 20 minutes, on est rendu à 25, donc on va finir ça bientôt. Tu voulais-tu demander sur un coach en particulier? Tu voulais pas parler de Mark Trestman? Vas-y. As-tu une ou en tout cas 2 anecdotes? Qu'est-ce qui a amené Mark Trestman quand il est arrivé à Montréal en 2008? Puis t'as-tu une histoire drôle? Je pense que c'est ça que ça me veut savoir. Qu'est-ce qui a amené Mark? Ouais.
Pourquoi ça a fonctionné direct? La première année, vous êtes allé à Coupe Grey. Je dirais la première chose que je me rappelle de Mark le plus, c'est le respect qu'il y avait pour pas juste notre ligue, pour les Canadiens. Il voulait vraiment apprendre de la culture. Il voulait que chaque joueur canadien, américain respecte le fait qu'on a une chance de jouer au sport professionnel au Canada. Il disait tout le temps « to earn Canadian dollars ouais. ». Tu as une chance d'avoir de l'argent canadien, tandis que tu es un Américain du Mississippi, de la Floride, de ci, de ça. Puis, je sais pas si vous vous souvenez de nos hymnes nationales. Oui. On était plus ou moins obligés d'être les orteils sur le terrain, sur la ligne blanche, les orteils sur le verre, avec notre casque dans la main gauche, avec notre bras droit sur le corps, plus ou moins, pas tout le monde faisait ça, mais le casque dans la main gauche, tout le monde aligné, parce qu'il voulait vraiment qu'on respecte la culture, la nationalité du Canada. Puis je pense qu'il y avait tellement un beau gabarit. Tu sais, c'est pas ça qui a fait que Mark était un champion, mais amener ça avec tout son gabarit de joueur à coach de la NFL pendant des années, là, tu sais, c'était pas juste un coach de 2-3 ans. Je pense qu'il a coaché comme des dizaines d'années avec ouais. les Raiders. Ouais. Puis, tu sais, il y a une vraiment, vraiment belle carrière de coach. Puis là, on peut pas enlever le fait qu'on avait le meilleur corps arrière ouais. de l'histoire de la Ligue. Fait que les deux ensemble, là, c'est des genius. Ouais. C'est du monde qui pense, qui mange foot, que des fois, tu pensais que le jeu, c'était un jeu de nulle part qui sortait, puis Cahoon, il sortait un attrapé de fou, mon gars, puis il faisait 3-4 gars manqués, puis next thing you know, c'était un touché, là, tu sais. C'était tellement beau à voir. Tu sais, moi, comme jeune joueur, à voir comment que tu sais, je suis rentré vraiment au bon moment, là. Ouais. Pas autant au bon moment que Luc Brodeur-Jourdain, qui gagne 2 coupes Vanier, puis après 2 coupes Grey, là. Mais je suis rentré au bon moment. Tu sais, j'avais un excellent mentor. Tu sais, Cahoon, je peux pas le remercier assez pour vraiment me montrer. En anglais, on dit « show the ropes », là. C'est vraiment quelqu'un qui est dédié à sa famille, au sport, à être un bonhomme. Puis ça aussi, c'est quelque chose que Mark, il essayait tout le temps de nous faire comprendre. C'est qu'il voulait pas nous faire des meilleurs joueurs, pas juste des meilleurs joueurs. Il voulait qu'on soit des meilleurs hommes. Mm-hmm. Puis les meilleurs hommes pour nos femmes, pour notre famille, pour tout le monde autour de nous. Puis le mot respect vient beaucoup dans ma tête quand que je pense à lui. En parlant d'histoires drôles. Vas-y. Belle petite histoire de... ben peut-être que vous allez rire. Disons que moi, j'ai pas trop ri. Fait que à cette époque-là, on pratiquait pas on pratiquait pas au stade olympique, on pratiquait au stade Hébert. C'était à peu près Saint-Léonard, ouais. Saint-Léonard, ouais, désolé. Ouais. À peu près 5-6 km du stade olympique. Fait qu'on rentre dans un autobus, on commence à s'en aller vers le stade, puis la lumière est comme jaune. Fait que là, le chauffeur d'autobus, il arrête sec, tu sais. Fait que là, je suis comme « oh! » Puis là, la prochaine lumière est jaune encore. Puis là, le gars, il break sec encore. Puis là, tout le monde est comme, voyons. Puis moi, la grand gueule, tu sais, je dis, come on, bossy! Puis là, j'ai juste vu les yeux se retourner vers moi. M'a regardé dans les yeux, puis juste, il a brassé sa tête, tu sais, il était pas content, là. Trust me. Ouais. Là, j'ai pensé rien de ça, moi, là, tu sais, je m'en vais à la pratique, je pratique, blablabla, je me retourne chez nous, je mange mon souper, téléphone sonne, je vois Mark Trestman, je suis comme, oh, shit. Là, je suis comme, hello? Il est comme, Eric? Je suis comme, oui. Il dit, je sais pas comment tu vas te rendre à la pratique, mais tu viens pas aux pratiques avec nous autres. Oh. Si tu veux pas venir, viens pas. Là, j'étais comme, hein? T'es-tu sérieux? Puis j'ai juste entendu... Puis là, j'étais comme, ben voyons donc, tu sais, j'ai-tu vraiment insulté? Mais
quand tu penses, tu sais, c'est une histoire drôle aujourd'hui, mais juste pour te montrer le niveau du respect que lui, il voulait qu'on aille pour pas juste le GM, puis le head coach, puis le corps arrière partant, mais pour le chauffeur d'autobus, puis le gars qui ramassait nos poubelles, puis le gars qui cleanait nos toilettes. Tout le monde avait du respect dans son pensée, puis c'est vraiment quelque chose que je vais tenir à cœur. Comment tu t'es rendu à la pratique? J'ai pris mon auto toute la semaine. Toute la semaine. Puis là, tu sais, après chaque jour, j'allais le voir, tu sais, comme, ah, tu sais, je peux s'en revenir? Non. Toute une semaine. Oh, man. Oh. Ouais, parce que vous autres, vous preniez pas vos douches au Stade Hébert, là, vous retournez au Stade Olympique. Ouais. Donc, était avec tout son équipement. Ça sentait le swing. Non, les fenêtres, hein? Ouais, c'est ça. Eric, je pense que c'est mon entrevue préférée qu'on a faite à date. Là. Écoute, on a tellement ri. Merci pour ton temps. Puis, on va sûrement refaire ça pendant la saison, parler un peu de football, d'édition 2024. Mais j'apprécie les histoires. Merci. Merci, les gars. Merci encore une fois à Éric Deslauriers qui a été très généreux avec son temps. Alright, mon Sam, je veux juste mentionner, on le mentionne à chaque semaine, mais c'est important parce qu'on reçoit des messages du monde qui sont pas au courant. C'est quoi un Flex 10? On parle de Flex 10. C'est quoi un Flex 10, mon Sam? Tu veux-tu l'expliquer? Bon, mettons que j'ai une gang de 9 chums. Non, excuse-moi, vas-y. Chums qui veulent aller à un match des Alouettes. Ouais. Mettons le match d'ouverture. Tu sais. Ouais. Le 20 juin, si je me trompe pas. Oui. Ça se peut? Ouais. Oui. Ça se peut bien, hein, c'est ça. En tout cas, Oui, goasgo.com, c'est section vrai. calendrier 2024. Le 20 juin, je suis pas mal sûr qu'il est inscrit. Puis c'est le match d'ouverture des Alouettes. Je veux y aller avec 9 de mes chums. Qu'est-ce que je fais? J'achète le Flex 10. Ah, mais finalement, j'ai 5 chums qui voudraient y aller. Ah, ok, c'est correct. T'achètes le Flex 10. T'invites 5 chums ce match-là. Tu t'en prends un pour toi. Bon, ok, il t'en reste 4 pour le prochain match. Ou tu y vas... N'importe quand. N'importe quand. Tu y vas n'importe quand. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. T'es là. Puis tu utilises tes 10 billets comme ci, comme ça, de manière flexible. De là, le Flex 10. Flex 10. Hey, j'aime la manière que tu as expliqué ça. Donc, on a des forfaits Flex 10. On a des forfaits pour la saison. Puis, on a aussi des forfaits 3 matchs et 5 matchs. Et vous pouvez choisir les matchs que vous voulez selon la disponibilité pour les forfaits de 3 et 5 matchs. Donc, assurez-vous de trouver vos billets. Billets individuels vont sortir beaucoup plus tard. Donc, pour vous assurer que vous êtes là pour tous les matchs, mais spécifiquement pour le match d'ouverture contre le Rouge et Noir, je pense que vous voudriez probablement acheter un forfait, un de nos 4 forfaits pour vous assurer votre place pour ce match-là, le match d'ouverture. Ouais, parce que là, on entend parler là, de ce match-là. Tout le monde veut y aller. Ouais, tout le monde donc, veut y aller. ça va être populaire comme match. Tout le monde mes amis, tout le monde me dit « Hey, tu veux-tu me garder 2 billets pour le match du 20 juin? » Mais, man, tu penses que tous les billets me reviennent? Là? Moi aussi. Je les imprime, les billets. Ben, écoute, on les imprime plus, by the way. Ouais, ça, c'est à l'ancienne. Mais tu sais, moi, des billets gratuits, j'en ai pas. Toi, t'en as-tu des billets gratuits? Ben, moi non plus, j'en ai pas. Donc, faudrait, moi, si je veux y aller, ben moi, je travaille. Mais si quelqu'un dans ma famille veut y aller, il faut qu'ils achètent leur propre billet. Puis c'est ça qu'ils font, ma famille, depuis début des années 2000. Ils ont des billets de saison depuis ce temps-là. Ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont dans la même section, dans la même place. Donc, c'est vraiment des fiers partisans, là. Absolument. Ta famille, là, c'est incroyable. J'ai rencontré ton père à la parade de la Coupe Grey, puis toi aussi, ton père, c'est un fier partisan. Ouais, ben c'est ça, la pomme tombe pas trop loin de l'arbre. Ça, c'est très bien dit, mon chum. All right, Sam, merci pour ton temps. Merci Bonne fin de semaine, puis on se recroise jeudi prochain.